C'est un peu, d'abord, c'est issu de la politique de gestion des matières résiduelles et c'est un peu dans le plan d'ensemble, ou je dirais dans la mode écologique qui est beaucoup plus importante aujourd'hui, la protection de l'environnement que ça l'était avant. Dans le fond, l'usine de biométhanisation, c'est une alternative à l'enfouissement. L'enfouissement étant un problème environnemental puisqu'on accumule à un seul endroit une quantité phénoménale de déchets. Ça a la production de gaz automatiquement, de méthane, ça produit toutes sortes de choses qui ont un effet sur les gaz à effet de serre, entre autres. Et sans compter que ça contamine des espaces très importants. Donc, il est arrivé à un moment donné, de plus en plus dans ce discours-là écologique, de réduire les gaz à effet de serre, faire attention à la planète. Peut-être qu'il fallait aussi arrêter d'enfouir ce qui n'était pas nécessaire d'être enfoui. Dans le fond, le but de la biométhanisation, c'est de récupérer ce qui peut être récupérable et qui peut être revalorisé dans l'ensemble de nos déchets. Au bout de la ligne, il y aura toujours un déchet ultime qui va être enfoui, mais on parle pratiquement de 60% de la poubelle qui pourrait être réutilisée. Et la réutilisation que la biométhanisation amène, le choix qu'on a fait, nous, ça a été d'aller là. Donc, de produire du gaz à partir des déchets, le résidu qui reste de produire du compost, qui, lui, est réutilisé pour le jardinage ou les espaces publics, là. Donc, c'est ça qui nous a amenés là. Mais là, on a fait une grande démarche pour aller trouver quel est le procédé qu'on va faire. Il y a des gens qui sont en ligne carrément sur le compostage. On va tout mettre ces quantités-là et on va faire du compost avec ça, mais ça devient une très grosse opération à faire. Nous, le choix qu'on a fait, c'est pas ça. On est allé en plusieurs voyages d'études aussi à travers le monde, parce qu'il faut dire qu'au Québec, on est un peu en retard sur l'ensemble du monde, je dirais, parce qu'on a tellement d'espace que pour nous autres, enfouir, c'était pas vraiment un problème. Tu te tassais plus loin, tu rouvrais un autre terrain, puis tu continuais à enfouir. En Europe, si on va là, eux autres, ça fait longtemps qu'ils n'ont plus d'espace de terrain. Fait qu'il a fallu qu'ils trouvent d'autres solutions. Puis je pense que le premier voyage qui a été fait, ça a été au Japon. La première étude qui a été faite il y a plusieurs années, ça a été d'aller voir au Japon. Puis eux autres, ils ont commencé avant tout le monde parce que c'est tout petit, le Japon, puis il n'y a pas d'espace pour aller enfouir tes déchets, donc il faut que tu fasses quelque chose avec, là. Donc, eux autres sont encore beaucoup plus loin. Mais ce qu'on a fait, nous, on est allé voir. Il y a eu un premier voyage en Suède, en Scandinavie. Il y en a eu un deuxième auquel j'ai participé en France. En Suisse, où on est allé voir ce qui existait là-bas déjà. Après ça, on a fait un premier choix, là. C'est là, par exemple, qu'on a tranché qu'on s'en allait vers la biométhanisation plutôt que juste le compost, qu'on aurait une troisième voie. Donc, on ne ramassera pas tout ensemble. Après ça, on va avoir des installations où on va séparer les vidanges putrescibles de ce qui ne l'est pas. C'est une des constatations qu'on a fait en Europe. Tu crées beaucoup plus de problèmes de gestion des senteurs, des odeurs, de problèmes sanitaires quand tu ramasses tout ensemble. Puis après ça, il faut que tu traites dans une espèce de convoyeur, tu sépares les vidanges de ce qui ne l'est pas, fait que ça finit toujours par être un peu mixte. Donc, le premier choix qu'on a fait, ça a été d'aller vers ça. Le deuxième, c'était de la biométhanisation, donc de produire du gaz avec, de finir avec du compost aussi à côté. Donc, en produisant du gaz, si on a une collecte dédiée à ça, on va se concentrer vraiment sur la production du gaz et sur la production du compost qui vient au bout. Et là, on a visité différentes grosseurs d'usines. On est allé à Marseille où il y avait une usine de 100 000 tonnes par année au Beaumont avec un incinérateur greffé après qui te faisait plier les genoux quand tu rentres dedans, avec un train qui rentre dans une... Je me rappelais tout le temps, d'arriver là le matin, il y a un train de je sais pas combien, de dizaines de wagons, plein de vidanges, qui est dans un immense garage, et là, il dompe tous les wagons de côté, puis le train sort, et toi, tu essaies de traverser ça. Je vais te dire une affaire, tu t'aperçois que c'est des vidanges qu'il y avait là-dedans, puis à midi, il y en avait un autre train pareil, là. C'est énorme comme installation. Et le premier questionnement qu'on se faisait, on va-tu dans un grand regroupement régional avec une usine de cette envergure-là? Et le choix qu'on a fait, ça a été non tout de suite. On passe de 100 000 à 30 000 tonnes et c'est ça qu'on a choisi. Donc, on limite à notre territoire Bois-Noir-Roussillon. Bois-Noir-Salaberry et Roussillon plutôt, et avec un tonnage plus limité, donc beaucoup plus facile à contrôler, à la fois sur l'entrée des vidanges, puis il faut juste penser, nous, le système ferroviaire n'est pas celui qui existe en France. Donc, si tu t'en vas avec 100 000 tonnes, imagine-toi le camionnage qui va arriver là, ça va être 3 à 4 fois plus de camionnage que ce qu'on a là. Donc, ça, c'est des choix qu'on a dégagés après avoir fait ces visites-là. On est aussi allé à Toronto, moins loin, parce qu'eux autres aussi ont un gros site
un site très important parce qu'ils ont eu un problème à régler de façon très rapide. Eux autres, ils ont construit une usine de biométhanisation qui traite toutes, incluant les couches d'enfants, ce qui est un autre gros problème assez évident quand tu vois ça en concentration comme à Toronto. Donc ça nous a permis de faire un choix et de s'en aller vers la biométhanisation. Et on pense que c'est un choix responsable parce qu'avec ça, on va éliminer pratiquement 60% de l'enfouissement qu'on fait actuel. Et quand on pense à des sites comme aujourd'hui Lachenay, Sainte-Sophie, des immenses sites d'enfouissement, là, on va réduire de beaucoup cette nécessité-là et surtout, on va reproduire quelque chose avec ce gaz-là. Quand on a choisi le site, on a regardé plusieurs endroits. Il y avait une série de critères qui étaient énoncés. Évidemment, il fallait que tu sois près de l'autoroute. Pour pas que tous les camions passent à travers une ville. Donc, avant 2012, ça n'aurait pas été pensable de faire ça à Beauharnois, parce que les camions de vidange de Roussillon, Beauharnois-Salaberry auraient tous passé à travers la ville de Beauharnois pour s'en aller au site d'enfouissement. Donc, le premier critère, il fallait que ça soit près de l'autoroute. Il fallait qu'il y ait accès à un terrain, à un service de gaz, parce qu'il faut produire du gaz. Donc, il faut le réinjecter dans un réseau de gaz. Donc, de préférence, tu dois être à proximité du réseau de gaz naturel. Là. Tu ne peux pas être à 20 000 de là. Ça, c'était le deuxième critère très important. Le troisième, c'était que tu aies suffisamment d'espace pour être assez éloigné aussi du milieu urbain. On ne voulait pas aller faire un site de biométhanisation dans le centre-ville. Donc, il y a eu 2 sites qui ont été plus particulièrement étudiés, à Châteauguay et à Beauharnois. Ce qui est allé principalement en faveur de Beauharnois, si je me souviens bien, c'est la présence du réseau de gaz, qui n'est pas présent en volume suffisant, là, pas la grosseur de tuyau qu'il faut à Châteauguay, mais qui était présent à Beauharnois. Et Gaz Métropolitain est beaucoup venu influencer la décision dans ce sens-là. Puis on est à 2 km de la résidence la plus près, tout le tour de l'usine. Donc on est vraiment complètement isolé, ce qui était aussi un petit peu plus difficile du côté de Châteauguay. Donc, c'est ça qui a fait qu'on s'est envenu là. Théoriquement, en étant sur l'autoroute, tu sais, que tu sois à Châteauguay ou à Beauharnois, c'est tellement proche de l'autoroute, tu es à 10 minutes de plus d'un bord ou l'autre, là. Donc, ça ne posait pas vraiment un problème. De Valleyfield à la Prairie, donc la MRC de Roussillon au complet, plus la MRC Beauharnois-Salaberry. Au départ, on avait aussi approché la MRC du Haut-Saint-Laurent. Et la MRC de Vaudreuil-Soulanges. En fait, on est allé plus loin parce que dans la première année, la mise en place de Bion, on est allé rencontrer aussi Saint-Jean-sur-Richelieu. Tu sais, je te disais tantôt qu'on a fait un choix de s'arrêter à 30 000 tonnes, mais avant de faire ce choix-là, on a regardé tout le monde qui pouvait être éventuellement intéressé à embarquer là-dedans. Bon, Saint-Jean-Richelieu, il y avait un projet, eux autres, de leur côté, donc on a délaissé ça rapidement. Vaudreuil ont plutôt fait un choix au départ, eux, de s'en aller vers le compostage directement. Là, ils sont confrontés avec la problématique de se trouver un site de compostage pour répondre aux besoins de Vaudreuil qui sont plus élevés que juste les besoins de nous autres. Eux autres, quand ils nous ont signifié aussi qu'ils fonctionnaient, ils partaient de leur bord avec ce type de fonctionnement-là, ça nous a permis de définir qu'on s'arrêterait à 30 000 tonnes. On aurait pu ou pas embarquer au Saint-Laurent. Eux, ils ne voulaient pas prendre le risque d'embarquer dans ce projet-là au départ. Par contre, ils nous ont signifié qu'ils étaient intéressés à être un client de Biome. Donc, dans nos scénarios, ça rentre. On est capable de traiter les vidanges, les matières putrescibles de Haut-Saint-Laurent avec notre production de 30 000 tonnes. Aujourd'hui, on a lancé l'appel de proposition. En fait, on a fait une grande démarche de gouvernance, je dirais, de ce projet-là, parce que c'est un projet, globalement, c'est un projet de 30 millions de construction, mais on parle aussi de l'opération de l'usine sur une période de 25 ans. Donc, globalement, conception, construction, opération pendant 25 ans, on parle d'un projet en soumission qui est de l'ordre de pas loin de 100 millions. Sur une période de 25 ans. Donc, quand on est arrivé avec ça, on a demandé au gouvernement d'avoir une façon de fonctionner qui nous permettrait, de faire des ententes sur cette durée de temps-là, d'avoir un volume de cette ampleur-là. On ne voulait pas se retrouver non plus avec n'importe qui comme soumissionnaire de ça. Donc, ce qu'on a fait avec le gouvernement, on a fait adopter un projet de loi privée
qui ont fait qu'ils ont accepté la procédure de fonctionnement qu'on avait suggérée. Et essentiellement, ce qu'on fait, c'est qu'on est allé, dans un premier temps, en appel d'intérêt à travers le monde. On a demandé à tous ceux qui étaient intéressés à déposer des prix en ayant un cadre très général. C'est ça qu'on veut, on produire du biogaz, on veut le faire pour telle quantité à peu près, puis on incite, on va faire du gaz puis du compost. De là, il y a... je sais pas, peut-être une douzaine de films qui se sont montrés intéressés. Là, ils ont soumis leur candidature. Là, on a fait un comité d'évaluation. Donc, on a évalué les films sur leur capacité technique de produire une industrie de ce type-là, leur capacité de monter ça, concevoir, monter, et leur capacité aussi de gérer pendant 25 ans. Donc, par le fait même, la capacité et technique et financière de ces films-là. Donc, là, on a eu une firme comptable qui a fait une analyse très détaillée de ces capacités-là, puis il y a eu une firme d'ingénieur, un consultant technique qui a fait la capacité technique. De là, on est retenu un certain nombre très limité de firmes à qui, là, on a donné 6 mois, et on est à cette étape-là actuellement. On leur a donné 6 mois pour nous déposer une soumission concrète, là, avec quelle technique on va utiliser, combien ça va coûter pour bâtir l'usine, combien ça va coûter pour l'opérer pendant 25 ans, puis comment on va faire l'opération, puis le compost, puis le gaz, puis tout ça. Donc, on est à cette étape-là actuellement. On vient de lancer ça et ils ont jusqu'à septembre, je pense, pour déposer leur soumission. Nous, on devrait retenir définitivement vers l'automne prochain, donner le mandat. On a retenu la firme qui va avoir le mandat de faire le projet pour commencer la construction avec 2017. Québec subventionne la construction, effectivement. C'est une subvention, je pense que c'est ça, de l'ordre de 60 %. On parle de 24 millions de subventions du gouvernement du Québec. Le reste, on l'assume par règlement d'emprunt sur l'ensemble des villes des 2 MRC ensemble. Ça, c'est déjà tout accepté. Les règlements d'emprunt sont passés. On est prêt à enclencher. Donc, financièrement, on a les ressources qu'il faut pour faire ça. On est vraiment à l'étape technique de partir. Et ça va avoir un effet, c'est évident que ce qui reste, qui n'est pas subventionné, va générer une dépense. On a déjà déposé l'année passée, je pense, une estimée de l'impact financier selon où tu étais dans la MRC, selon ton coût actuel de gestion des déchets, ce que ça va être. Par exemple, à Beauharnois-Salaberry, on parle d'autour de 50-55 piastres la porte de plus la biométhanisation, alors que c'est peut-être 5 à 10 piastres de moins à Roussillon, parce que s'ils ont plus de volume, c'est plus gros, là. Donc, il faut... on est conscient de ça et on a à trouver des mesures pour pallier à cet ajout-là. Est-ce qu'il y a des options d'aussi grossir s'il y a finalement plus de demande ou... Bien, écoute... C'est sûr que dans 20 ans, on aura peut-être d'autres solutions techniques à regarder. Ce qu'on sait déjà, c'est qu'une usine qui est conçue pour 30 000 tonnes, selon la façon dont on va l'opérer, on est capable d'aller chercher plus que ça. Et quand on parle à 30 000 tonnes, il faut penser que pendant les premières années, on a de l'espace. On n'arrivera pas à 60 % des matières récupérables faites demain matin, là. Donc, on aura, dans les premières années, on aura des clients extérieurs qui pourraient être la MRC de Vaudreuil, s'ils en ont besoin en attendant que le site de compostage soit mis en place, qui pourraient être facilement au Saint-Laurent, et possiblement des entreprises privées, par exemple, qui ramassent des résidus de restaurants, d'hôtellerie ou des affaires comme ça qui ne sont pas comptés, parce que nous, c'est le domestique des citoyens, mais on pourrait aussi traiter pour des entreprises privées et en même temps générer des revenus pour ça, là. Bien, c'est un peu ça. J'ai oublié ce bout-là en commençant, parce que la raison pour laquelle on a tout fait cette discussion-là, c'est que le gouvernement a adopté une politique disant qu'en 2020, il n'y aurait plus d'enfouissement au Québec. Donc, si tu ne vas plus enfouir, il va falloir que tu fasses quelque chose où on les mange, nos vidanges, ou bien on trouve une autre solution à ça. Donc, la solution qu'on a trouvée, nous, c'est plutôt biome. Mais il y a peut-être d'autres alternatives, mais celle qui nous apparaît le plus intéressante et qui a été expérimentée partout en Europe, là, c'est ça. Tu sais, la biométhanisation, c'est pas une invention de la semaine passée, là. Même chez nous, il y en a beaucoup. Tu parlais des usines de boue
des usines de traitement des eaux. Actuellement, il y en a du traitement de ces bouts-là dans des usines qui ont le type de production de biométhanisation. Il y en a qui sont des unités très, très petites pour des cultivateurs. Aux États-Unis, ça se produit. Mais toute la biométhanisation domestique municipale, je te dirais, c'est tout nouveau, là. C'est nouveau en Amérique, là. On commence à implanter ça et on est aussi parti en se disant que si on commence tout de suite et ça fonctionne, on va peut-être pouvoir aussi générer une activité économique reliée avec la biométhanisation parce qu'il y a un énorme marché en Amérique du Nord qui va se développer, là. Donc, si on a à bâtir des usines à quelque part, nous croyons que c'est une belle place chez nous. Fait que ça aussi, ça fait partie de l'ensemble de la réflexion qu'on a eue. Ben, est-ce que c'est de l'utopie? Je pense pas. Est-ce qu'on va arriver à zéro? Ça, c'est une autre question. Mais tu sais, ça fait partie de la politique de gestion. Nous, à Beauharnois, on a commencé l'année passée. On a décidé d'enclencher le processus l'année passée et on a implanté une collecte mécanisée des déchets. Donc maintenant, tu ne peux plus mettre 12 sacs de poubelle au chemin à Beauharnois. Tu as une poubelle de tel format qui a été fournie par la Ville, qui est certifiée, et c'est une par citoyen, pas 22. Et là, on a mis ça en place, on a ouvert un centre de tri, là, l'éco-centre. On a ouvert ça aux citoyens gratuitement. Et ce qu'on constate, là, on va faire un rapport plus détaillé dans le mois qui vient d'ailleurs, mais ce qu'on constate après 6 mois, c'est que déjà, on a enfoui à peu près 100 tonnes de moins par mois. Juste pour la ville de Beauharnois, qui est à peu près, je ne sais pas si c'est 5 ou 10 de l'ensemble, 5 de l'ensemble du territoire, et c'est 100 tonnes par mois. Imagine-toi. Et là, on n'a pas commencé la biométhanisation encore, là. Là, on fait juste contrôler notre façon de ramasser les déchets. Quand on va aller chercher un autre 60 de ça de matière putrescible, donc ce 100 tonnes-là va peut-être devenir 500 tonnes. Là. Je ne sais pas la quantité, jusqu'où ça peut aller. Mais déjà, là, ça nous démontre clairement qu'il y a un intérêt et il y a un effet direct à cette politique-là. Là. On a eu très peur, on va dire, on a vécu l'expérience au mois d'octobre passé. On a implanté ça, nous, on a passé par la collecte mécanisée. On a aussi dit qu'à partir du 1er octobre, on passait aux 2 semaines les vidanges. Puis pendant l'été, on va repasser à 1 semaine, mais d'octobre à mai, c'est une fois ou 2 semaines. Et ça a fait comme un tsunami. Là. La première semaine du mois d'octobre, on avait fait plein de communications avant. Et là, écoute, à un moment donné, on était à 2 personnes à répondre au téléphone, là, parce que là, tout le monde trouvait ça absolument épouvantable, c'était pas viable. 1 semaine, 2e semaine, puis après 2 semaines, c'est tout retombé à zéro. Depuis ce temps-là, j'ai pas plus d'appels que j'en avais avant. Tout le monde s'est habitué à ça. Puis là, on va pouvoir démontrer qu'il y a un effet économique évident, parce que nous, l'objectif qu'on s'est donné à Beauharnois, c'est de prendre des mesures pour que d'ici à ce que Biome arrive en opération à la fin de 2017, on ait récupéré l'équivalent du 50$ par porte que ça va coûter avec de la biométhanisation, de telle sorte qu'on va passer à la biométhanisation sans avoir augmenté les taxes de vidange des citoyens. Et on a toute raison de croire actuellement que c'est à ça qu'on va arriver et ça ne sera pas compliqué avec une meilleure gestion de la collecte. Savoir, là, c'est ça, c'est 2 MRC ensemble. Est-ce que ça amène un peu plus de difficultés de gestion ou c'est juste plus... Pas vraiment. Tu sais, il faut faire attention. C'est pas parce qu'on est 2 MRC ensemble qu'il faut absolument tout faire de la même façon tout le temps. Il y a eu beaucoup de discussions à un moment donné. Nous, à Beauharnois-Salaberry, on est plus décentralisé. Moi, Beauharnois, je donne mon contrat de vidange tout seul. La collecte, puis c'est une firme privée qui vient. Mais il y a quelques années, il y a 3 ans ou 4 ans, c'est nous autres qui le faisaient avec nos employés, nos camions, puis tout ça. Les autres villes autour, c'est une autre façon de faire. Roussillon, eux autres sont tous ensemble. La MRC va en appel d'offres, puis ils gèrent les déchets comme on gère globalement, nous, la récupération. Eux autres, c'est la même affaire, c'est des déchets ou l'autre. Fait que là, à un moment donné, il y a une longue discussion, il faudrait que tout le monde s'en vienne pour finalement réaliser que c'est pas nécessaire que tout le monde fasse de la même façon. L'important, c'est que
tout le monde arrive avec le même type de déchets, avec le même contrôle à l'usine de biométhanisation, selon un horaire que l'usine de biométhanisation va contrôler. Tu ne peux pas avoir 80 des vidanges qui vont arriver à l'usine le mercredi, rien le jeudi puis le vendredi, puis une batch le dimanche, ou pas pendant tout le dimanche, puis tout rentre le lundi, mardi. L'usine ne fournira plus. Là. À un moment donné, on ne saurait plus où mettre les déchets cette journée-là, puis après ça, on n'aura rien. Donc, tout ça, on a réalisé que c'est juste à Biome avoir un système de contrôle et un engagement de toutes les villes qu'on va suivre ces exigences-là. Puis c'est pas si compliqué que ça. Maintenant, on va voir. Si ça pose un problème à un moment donné, on n'est pas des fous. On se réorganisera. Bien, la première retombée, elle est écologique. Donc, on parle de 60 de l'enfouissement qui ne sera plus enfoui. Donc, nos terres ne serviront plus de dépotoir. Tu sais, je te donnais comme exemple, à un moment donné, en discussion, dans Bois-Noir-Salaberry, on a eu un dépotoir dans les années 80, on a fermé au début des années 90. Bien, l'année passée, encore, on vient tout juste à la MRC Bois-Noir-Salaberry d'adopter un règlement d'emprunt pour réinvestir, pour traiter encore les eaux de l'exivia qui sont produits par ce site d'enfouissement-là. Et ce dépotoir-là, c'était une infime quantité de ce qui s'enfouit à Lachenay ou à Sainte-Sophie. Donc, il faut penser que comme société, on a un problème si on passe notre vie à enfouir les déchets. Il faut qu'on trouve d'autres solutions parce que techniquement, ça existe. Donc, la première raison, c'est celle-là. Les retombées, après ça, bien, tu vas produire du gaz. Si on est capable de générer une usine, une activité économique reliée avec la biométhanisation, parce qu'on est dans les premiers à faire ça, parce qu'on a des espaces industriels, parce qu'on a des entreprises qui ont de la technologie. C'est pas juste une question d'espace et de parc industriel. Il faut aussi que tu aies la technologie pour faire ça. Bien, si on est capable de générer ça, ça va être un autre retombée qui va arriver. Et le gaz, si demain matin, je suis capable de faire fonctionner des autobus. Si on a déjà fait un plan, je vais prendre un bel exemple, parce qu'au CITSO, on a déjà déposé une demande à notre transporteur, qui est Transdev, qui fournit les autobus, de nous déposer un plan pour convertir les autobus de la consommation de l'essence à aller à la consommation du gaz naturel, du biogaz produit par Biome. Et pour eux autres, c'est pas un problème, ils le font déjà en France. Tout ce qu'ils nous ont dit, le seul inconvénient qu'il y avait jusqu'à l'année passée, jusqu'à maintenant, c'est le garage de Transdev qui est à Châteauguay, qui n'était pas capable de faire l'entretien des véhicules au gaz, au biogaz. Mais là, ils construisent un nouveau garage qui commence cette année et ce garage-là va être équipé pour traiter les véhicules au gaz. Mais si déjà tu prends tous les autobus, tu enlèves l'essence de dedans, puis tu mets du gaz, tu vas pouvoir voir ce que j'ai vu en France, là. Une pancarte sur le dessus de l'autobus, je roule avec vos déchets. C'est fantastique, là. Tu n'as pas besoin d'aller abîmer l'environnement, tu n'as pas besoin de créer de gaz à effet de serre. Tu réduis tout ça, puis tu le fais à bien meilleur coût. Tous nos camions de vidange, tous les véhicules des villes pourraient facilement être convertis à fonctionner au gaz et à même le gaz qu'on va produire. Puis comme c'est réinjecté dans le réseau de gaz métro, tu n'es pas obligé d'être au parc industriel de Bourneau pour faire ça. Là. Tu peux le reprendre à Châteauguay, à La Prairie, à Valleyfield, n'importe où. Là. Donc c'est une autre retombée, à mon avis, intéressante. Oui. Bien là, on a une attente parce que le gaz qu'on produit, il faut qu'il soit nettoyé, filtré essentiellement pour le remettre dans le réseau de gaz. Donc nous, l'entente qu'on a avec Gaz Métro, ils mettent les installations nécessaires à ça. On commence les travaux d'aménagement parce que même si on est proche du réseau de gaz, le réseau qu'on avait n'est pas suffisant pour recevoir celle-là, mais en même temps, il fallait qu'on amène le réseau de gaz pour le parc industriel. Donc on est en train de faire ça et à la fin de l'été, le réseau va être complètement bouclé et prêt à recevoir le gaz de Biome. Bien, après, quand il est rentré dans le réseau, il peut ressortir à Rivière-du-Loup, puis c'est pas un problème. Là. Il est dans le réseau, c'est comme l'électricité. Là. Tu produis de l'électricité, tu mets ses fils, tu es dans le réseau d'Hydro-Québec. Donc, c'est la même chose avec ça. Non, je pense que tout ce que je peux dire, c'est qu'on a de plus en plus hâte que ça s'enclenche. Ça a été très long à partir parce que toute la problématique, tu sais, je reviens à ce que je disais tantôt, produire un contrat de l'ordre de 100 millions sur une période de 25 ans, c'est pas évident, ça ressemble un peu au PPP de l'autoroute, mais c'est pas un PPP qu'on fait là. C'est une gestion publique avec des normes qui vont faire qu'on va gérer ça nous-mêmes pendant les 25 prochaines années. Donc, ça a été long à répondre à toutes les inquiétudes de tout le monde là-dedans, de rassurer que ça se ferait correctement avec les bonnes techniques qui vont être mises en place, avec des firmes capables de faire ça. Mais là, on a tout réglé ce problème-là, et là, on est vraiment, dès que la soumission va tomber, nous, on est prêts après ça à partir.
Bien, moi, je suis ingénieur en agro-environnement de formation. Puis j'ai fait toute ma carrière, en fait, des 15-20 dernières années, en traitement des matières résiduelles organiques, plus spécifiquement en compostage, parce que la biométhanisation, ça lève là, actuellement au Québec. Donc, c'est ça, je connais le domaine du traitement des matières organiques et de la valorisation de ces matières-là après l'avoir traité. C'est ce qui m'a amené à m'impliquer dans ce projet-là, puis à avoir le poste que j'occupe actuellement. Bien, en fait, moi, quand je suis arrivé dans le décor, là, en 2011, les élus régionaux avaient déjà pris la décision d'aller à la biométhanisation et de se regrouper. Bon, à l'époque, c'était 2 ou 3 ou 4 MRC, là, donc c'était pas clair à ce moment-là, mais c'était clair que c'était un projet régional à ce moment-là. Mais tout restait à statuer à cette époque-là. Là. Le terrain, la gouvernance, la technologie, tout le volet de communication, tout était à faire en 2011. Donc, c'est ça, c'est dans ce contexte-là que moi, je suis rentré. Après ça, on a créé la régie intermunicipale qui regroupe les 2 MRC, les 18 municipalités. Puis là, bien, toutes les étapes se sont enclenchées. La gouvernance, on est allé rencontrer des gens à l'étranger, des gestionnaires municipaux, des industriels, qui nous amènent à l'étape où on est actuellement, que décrivait M. Hainaut tantôt, l'étape d'appel d'offres. Donc, c'est comme ça que c'est fait, se sont franchies les différentes étapes du projet. Comme la biométhanisation est la nouvelle au Québec, il y avait peu d'enseignements qu'on pouvait aller chercher. Donc, on est allé à Toronto, on est allé en France, on est allé plus dans le nord de l'Europe aussi. Puis, on y allait pour différentes raisons. La première mission qu'on avait faite en France, Suisse, on voulait vraiment voir comment est-ce qu'on met en place ce projet-là. Parce qu'il y a toutes sortes de modes de réalisation d'un projet, là. Mettons un mode comme on construit, je ne sais pas moi, un aréna. Bon, on va en appel d'offres pour des plans, on va en appel d'offres pour la construction, on va en appel d'offres pour l'opération, ou on l'opère nous-mêmes. Ça, c'est un mode standard qui est généralement utilisé dans le municipal. Bon, le projet de biométhanisation, au niveau technique, au niveau opérationnel, c'est compliqué. Il y a toutes sortes de systèmes là-dedans. Donc, quand on est allé à la première mission en France puis en Suisse, on rencontrait des gestionnaires municipaux. Puis on voulait savoir comment vous avez fait votre projet, c'est quoi les bons coups que vous avez faits, c'est quoi les moins bons coups, et si vous aviez à le refaire aujourd'hui, vous feriez quoi? Puis c'est sur cette base-là, c'était une des conclusions de cette mission-là, en 2012. Engagez-vous une firme qui va faire tout ça ensemble, qui va faire la conception, qui va faire la construction, qui va faire l'opération durant 20 ou 25 ans. Comme ça, vous assurez que s'il y a des problèmes d'opération, bien, c'est la même firme, le même groupe qui a fait la conception et qui a fait la construction. Donc, c'est eux qui vont résoudre le problème. Si vous séparez tout ça, comme dans un mode standard, en tout cas, le conseil que nous donnaient les gestionnaires municipaux, les élus municipaux, à Toronto puis en Europe, c'est rattacher tout ça ensemble. C'est le meilleur moyen d'offrir un service qui va être de qualité puis à bon coût là, pour les citoyens. Donc ça, c'était en 2012. C'était une des conclusions importantes de la mission. Idem à Toronto. Une autre mission qu'on a faite en 2014, celle-là qui était plus technique, parce qu'à ce moment-là, tous les choix de gouvernance étaient faits. C'était au niveau de la technologie. Il y a différentes technologies en biométhanisation. Sans entrer dans les détails, il y a 2 grandes familles, là, du liquide ou du sec. Puis ça dépend, tu choisis selon la nature de la matière que tu as à traiter. Bon, nous, ce qu'on traite essentiellement dans l'usine, ce qu'on va traiter, c'est le bac brun, là, le bac, la 3e voie domestique. Donc, c'est de la matière solide. Il n'y a pas de boue dans notre usine. Il n'y aura pas de boue dans notre usine parce que les usines de traitement d'eau sur le territoire de Roussillon et de Beauharnois-Salaberry, c'est déjà des usines qui sont très performantes, qui ont des modes de gestion des boues qui sont très performants. Donc, nous, on va traiter de la matière solide. Donc, on a choisi une technologie solide. Puis lors de la mission en 2014, on voulait avoir des usines qui traitaient exactement la matière qu'on va avoir. Donc, du bac brun
domestique, avec du résidu vert, avec des résidus alimentaires. Puis, ce qu'on a vu, en fait, on voulait s'assurer que les choix de technologie qu'on faisait étaient les bons, qui produisaient une bonne quantité de biogaz et qui produisaient, avec ces technologies-là, du compost de très bonne qualité qui va pouvoir être réutilisé par comme le soulignait M. Hainaut, bon, par les municipalités, par les citoyens et par les producteurs agricoles également. Donc, c'est essentiellement les 2 missions, là, avec les objectifs et les conclusions de ces missions-là. Comment avez-vous établi les besoins justement de la région des 2 municipalités, le 30 000? Oui, bien en fait, c'est ça. Il existe des caractérisations qui sont faites, des caractérisations du bac de déchets, là, qui sont faites par Recyc Québec. Bon, la partie récupérable, la partie organique, la partie qui ne se valorise pas, là, qui doit finir en enfouissement. Fait que ça, on sait dans une poubelle standard. Pour le type d'habitat qu'on a beaucoup dans Roussillon puis dans Beauharnois-Salaberry, qui est de l'unifamilial, mais aussi un petit peu de multilogement ou de l'habitat plus dense. On sait la quantité de matière organique qu'il y a dans ces poubelles-là. Donc, c'est ce gisement-là, c'est cette quantité-là qu'on va récupérer. Puis, on a validé aussi ces données-là avec des villes qui s'apparentent à nous là, en termes de type d'habitat. Qui ont déjà le bac brun. Bon, puis on a vu les données, la quantité de matière organique qu'ils récupèrent pour la ville, puis par unité d'occupation. Puis on a validé, c'est sur nos chiffres de cette façon-là, puis c'est sur cette base-là qu'on a établi le 30-35 000 tonnes de capacité. Puis le 30 000 tonnes, il est établi, c'est important aussi de le savoir, pour la population dans 20 ans. Parce que l'usine est là pour, plus que 20 ans. Mais le gouvernement nous demande de dimensionner votre usine pour votre population dans 20 ans. Puis on sait qu'en Couronne-Sud, la croissance démographique qui est prévue sur 20 ans est quand même relativement importante. Donc, on a une capacité un peu plus grande les premières années parce qu'elle a la capacité pour la population dans 20 ans. Et, d'une manière technique, c'est l'usine 20-25 ans, mais là, vous avez prévu pour la population plus tard, mais est-ce qu'il y a un moyen aussi de, si jamais la démographie est plus grande ou il y a une réorientation, est-ce que ça peut changer? Est-ce que ça peut s'agrandir? Je sais. Oui, bien effectivement, le terrain qu'on a choisi à Beauharnois le permet. C'est un grand terrain. On a un terrain de 6 hectares. Puis l'usine, telle qu'elle va être bâtie en 2017-2018, n'occupera pas tout cet espace-là. Donc, il y a de l'espace pour s'agrandir. C'est prévu aussi dans les exigences au niveau de l'appel d'offres que l'usine soit en partie modulaire, de sorte qu'on pourrait décider maintenant en 2030, pour X raisons, d'agrandir de 5 000 tonnes. Donc, c'est pas un chantier majeur qu'on aura à mettre en place pour l'agrandir. Donc, effectivement, ça, le terrain et la façon dont l'usine va être construite va permettre un tel agrandissement. Si, par exemple, il y aurait une demande de certaines autres villes ou MRC qui vont implanter la 3e voie, mais qui ne vont pas s'installer chez eux d'installation de biométhanisation de compostage. Donc, ces villes-là, ces MRC-là vont devoir trouver une place pour traiter leur matière. Donc, chez nous, ils pourraient venir. C'est sûr qu'on garde en tête, puis M. Hainaut l'évoquait bien, parce que c'est une préoccupation importante des élus, on ne veut pas avoir une installation de 100 000 tonnes, parce que les nuisances potentielles d'une installation de 100 000 tonnes de camionnage, de toutes sortes d'autres choses, peuvent être importantes. Donc, on peut se limiter à 30 000, 40 000 tonnes. Pour l'instant, c'est 30 000 tonnes. Puis on va voir comment ça va aller, comment ça va se dérouler. Si ça va très, très bien, il n'est pas exclu que dans 5 ans, dans 10 ans, on décide d'aller chercher, si on a la clientèle, d'aller chercher une capacité supplémentaire de 5 ou 10 000 tonnes. C'est une étude de marché, en fait, qui permettra de prendre la décision à ce moment-là. Bien, une usine liquide, c'est une autre filière parce que c'est les usines de biométhanisation en liquide sont toujours
adossé ou bâti sur le site d'une usine d'eau usée. C'est le cas, par exemple, à Saint-Hyacinthe. C'est le cas à Rivière-du-Loup. C'est le cas, par exemple, un élément peu connu, je pense que c'est important de le souligner, il y a un biométhaniseur à Châteauguay depuis 25-30 ans, qui est à l'usine d'eau usée de Châteauguay. C'est probablement le premier ou en tout cas un des premiers biométhaniseurs au Québec, puis il valorise l'énergie pour en chauffant l'usine comme telle. Là. Fait que c'est ça, les technologies liquides sont presque toujours associées à une usine d'eau usée. Bon, nous, là où on est, c'est pas une usine d'eau usée. Beauharnois a déjà sa propre usine. Donc, a priori, s'il y a un agrandissement, ça sera en solide. En même temps, c'est pas exclu parce que le gros des installations va être déjà en place. C'est pas exclu qu'on puisse installer une phase liquide avec la phase solide de biométhanisation qui est déjà là. Dit tantôt rapidement, mais peut-être juste expliquer qu'est-ce qu'on peut mettre dans ce fameux bac. Bien, en fait, c'est tout ce qui est putrescible ou tout ce qui est compostable, là, tout ce qui se traite, là, tout ce qui est organique. Donc, concrètement, c'est tout ce qui est résidus alimentaires venant de la cuisine. Donc, les restants de table, les épluchures de préparation des repas, les aliments périmés, les pains, les gâteaux, le café. Toutes ces affaires-là là, peuvent aller dans le bac brun. Y compris les cartons, les papiers souillés, par exemple, les boîtes de pizza, ces affaires-là, ça va sans problème dans le bac brun. Et aussi tout ce qui est résiduaire, donc tout ce qui vient du jardin, le gazon. Évidemment, pour le gazon, on encourage l'herbicyclage, bien qu'on ait une usine de biométhanisation. Ça reste l'approche la plus environnementale là, au niveau c'est-à-dire de laisser le gazon sur place une fois qu'il est tondu. Mais pour les gens qui ne le font pas, on ramasse ça, on traite ça, les feuilles, tous les résidus de plate-bande, quand on nettoie les plates-bandes l'automne, le jardin, les tailles de haies, toutes ces choses-là vont dans le bac brun. Bien, de façon schématisée, c'est une usine fermée. Tout se fait à l'intérieur, donc il n'y a pas d'odeur. Le camion arrive, il rentre dans le bâtiment, les portes se ferment, là, le camion se décharge. Mettons, on va suivre la filière d'un camion. Là. Donc, le camion arrive, il se fait peser, il rentre dans l'usine. Avant qu'il se décharge, il y a un coup d'œil dans le camion, voir si c'est bien un camion d'organique, c'est pas un camion de déchets ou de recyclage. Le camion se décharge. Là, la matière est est mélangée avec certains autres éléments, un peu d'eau dans certains cas, ou de la matière qui est en partie biométhanisée dans d'autres cas. Il y a un mélange de cette matière-là qui se fait. C'est mis dans selon la technologie, là, une espèce de réacteur qui est cylindrique ou qui est carré, mais qui est hermétique. Il n'y a pas d'air là-dedans, il n'y a pas d'oxygène. Donc, la biométhanisation, c'est le principe de la biométhanisation. Là. Ça se fait sans oxygène. Là, il y a des bactéries, des bonnes bactéries, là, les bactéries appropriées, qui sont injectées là-dedans. Puis là, c'est toutes les bactéries qui font le travail. Un peu comme le compostage aussi. C'est d'autres types de bactéries, mais c'est toutes les bactéries qui font le travail. Nous, on les regarde travailler, puis on ramasse le gaz au final. Donc, ils dégradent cette matière-là. Ça, cette étape-là dure environ 25 à 35 jours, toujours dans un contenant, là, un cylindre ou une boîte carrée, là, appelons ça un bunker, qui est étanche. Donc, après 25-30 jours, on ouvre ça. Mais là, durant ces 25-30 jours-là, il y a du biogaz qui a été produit. Parce que les bactéries, puis il y a toutes sortes de phases, là. Les bactéries produisent du CH4, là, qui est du méthane ou du gaz naturel. Puis c'est ce gaz naturel, ce méthane-là qu'on récupère pour le purifier, puis l'injecter au réseau gazier. Donc ça, c'est la partie où on valorise de façon énergétique, on récupère l'énergie qui est contenue dans la matière. Là, après 25-30 jours, on prend cette matière-là, puis là, on la met en phase de compostage. Donc, avec de l'aération, là, c'est avec de l'oxygène. Donc, il y a différentes approches. Ce qui est courant, c'est qu'on forme des petits andins, des petites buttes sur un plancher dans lequel on souffle de l'air.
Puis cette air-là permet de finaliser puis de transformer ce qui sort du digesteur de biométhanisation en compost. Donc là, on compte encore 25 à 30 jours. Après ça, le compost a chauffé, a séché, puis ça donne le produit qu'on connaît, qu'on achète tous dans les centres jardins ou qu'on fait chez soi à la maison, le compost qu'on peut utiliser dans nos jardins ou dans les aménagements urbains. Donc ça résume en gros les grandes étapes. Là. Il y a toutes sortes de contrôles. Enfin, il y a vraiment beaucoup de contrôles à différentes étapes de ce processus-là pour s'assurer que ça se passe bien, qu'il n'y a pas de nuisance, pas d'odeur, puis que le compost, au final, est de qualité. Puis c'est ça. Au final, on a comme 2 extrants. Donc, le biogaz, biométhane, qui est injecté dans le réseau gazier. Donc, ça, c'est la valorisation énergétique. Puis on a le compost qui permet qui retourne au sol, qui est la valorisation, si on veut, agronomique des résidus organiques. Puis ça permet de maintenir la qualité des sols agricoles ou des sols des espaces verts municipaux. En fait, il y a un rejet. Votre question nous amène à un élément important, là, qui est souvent une préoccupation pour des sites de traitement de déchets, qui est la question des odeurs. Dans l'usine, je le soulignais tantôt, l'usine est fermée et scellée. Et elle est sous, comme on dit, en dépression. C'est-à-dire, c'est comme il y a une aspiration qui se fait dans l'usine, de sorte que lorsqu'on rouvre une porte, l'air de l'usine ne sort pas à l'extérieur parce que l'air est comme en aspiration. Quelque part dans l'usine, en fait, à plusieurs places dans l'usine, il y a comme des aspirateurs d'air. Puis tout cet air-là de l'usine, qui va être odorante, parce que, bon, on sait ce que ça sent, de la matière organique là, qui a été dans un bac durant quelques jours, ça peut sentir mauvais. Donc, c'est sûr qu'il y a des airs dans l'usine où ça va sentir mauvais. Mais tout cet air-là passe par des systèmes de traitement d'air. Bon, il y a différentes étapes, différents modes différents traitements aussi de cet air-là. Mais cet air-là, avant d'être rejeté dans l'atmosphère, elle est filtrée, elle est purifiée pour qu'au final, l'air qui est rejeté n'ait pas d'odeur. Mais c'est le seul extrant, si on veut, de l'usine. Il peut y avoir aussi un peu d'eau usée. L'eau usée, elle va être envoyée au réseau d'égouts municipal et traitée à l'usine d'épuration d'eau usée de Beauharnois. Mais la technologie qu'on a choisie génère très, très peu d'eau usée, puis dans certains cas, pas du tout d'eau usée. Donc c'est ça. C'est si on veut, il va y avoir une cheminée à l'usine, effectivement, parce que toute cette air-là de l'usine qui est traitée, lorsqu'elle est rejetée, elle est rejetée par une cheminée, évidemment. En fait, du biogaz, c'est... quand il est produit par les bactéries, bon, il contient le méthane comme tel, là. Mais il y a toutes sortes d'autres affaires dedans. Il y a du CO2, il y a de l'eau. Donc, tout ça, c'est purifié avant que ce soit injecté au réseau gazier, parce que là, ce qui est injecté au réseau gazier, c'est uniquement du méthane ou du gaz naturel pur à, je pense, c'est 98,5 %, ce que nous demande Gaz Métro. Puis en termes d'énergie, 1 mètre cube de biogaz, donc 1 mètre cube de biogaz à la pression normale, là, ça correspond en termes d'énergie à 1 litre de diesel. Donc, nous, on va produire à l'usine autour de 1,6 à 2 millions de mètres cubes de biométhane ou de gaz naturel par année, ce qui correspond en termes énergétiques, en termes de revenus aussi, à l'équivalent de 2 millions de litres de diesel. Donc, on peut faire rouler pas mal de véhicules, puis pas mal longtemps avec cette énergie-là. Nous, on a choisi de l'injecter au réseau gazier
Mais c'est une énergie là, qui correspond à 1,7 à 2 millions de litres de diesel. Nous, l'usine, on va réduire les émissions de GES par année, là, selon les études qu'on a fait faire à cette étape-ci, de 6 à 7 000, l'équivalent de 6 à 7 000 tonnes de GES par année. Donc, ce qui va se répéter année après année. Le point que je pourrais rajouter, c'est que nous, au niveau de la mise en place du projet, ce qui est prévu, M. Hainaut l'a évoqué un peu tantôt, c'est ça la clé du succès d'un projet comme ça, c'est l'implication des citoyens. Que les citoyens embarquent dans cette action quotidienne-là, là, lorsqu'ils vont avoir leur bac brun à la maison, plus un petit bac de cuisine, là, un petit bac de comptoir. La clé de ça, c'est vraiment que le citoyen embarque dans cette démarche-là. Nous, on va l'implanter d'ici en 2018, vraisemblablement, là, selon notre échéancier. 2018 va se faire la distribution des bacs à l'ensemble des citoyens. Donc, c'est sûr qu'on va faire de la sensibilisation. Nos gens de communication des villes, des MRC, ils travaillent déjà à une campagne de communication, de sensibilisation. On sait que c'est la clé du succès aussi. Puis on sait, parce qu'il y a beaucoup de villes qui font déjà la troisième voie au Québec, sans nécessairement la traiter chez eux. On a des exemples qu'on connaît bien, là, toute la région de Saint-Hyacinthe, la région de Lévis, la région de Gatineau, une partie de l'île de Laval. Ils font déjà la troisième voie depuis de très nombreuses années. Ça marche très bien. Les citoyens répondent bien. Puis ces villes-là, bien, grâce à, si on veut, à cette action des citoyens-là, on réduit de façon très, très importante leur quantité de déchets. On ne connaît pas les coûts précis de chacune des villes, mais c'est sûr qu'il y a des réductions en termes de coûts dans la facture de gestion de déchets. C'est sûr qu'il y a un avantage au niveau des coûts, puis il y a l'avantage environnemental, évidemment, de récupérer cette matière-là, puis d'y donner une seconde vie. On sait qu'à Léry, il y a un promoteur qui veut faire un développement domiciliaire important en plein cœur de la fameuse ceinture verte du boisé métropolitain, à l'endroit, en tout cas un endroit qui est extrêmement riche. Ça, on le sait depuis des années parce qu'on le dit au gouvernement. Et c'est en plein cœur de ce boisé-là. Et lui, habituellement, quand il veut faire un développement, un promoteur demande un certificat d'autorisation au ministère, selon l'article 22. Tout le monde fait ça. Habituellement, on lui accorde en disant « tu peux, mais fais attention à ça, à ça, à ça, à ça ». Dans ce cas-là, ici, compte tenu que tu es en plein cœur du boisé métropolitain, puis c'est un boisé très riche, la game, elle a changé. Avec la pression des citoyens depuis des années pour protéger ces boisés-là, on a vu que la CMM s'en est préoccupée et a demandé de protéger ces boisés-là, a demandé à la MRC de se conformer à sa décision. Donc, on doit changer le schéma d'aménagement. Les villes doivent changer leur plan d'urbanisme pour tenir compte de la protection de ces boisés-là. Là, le promoteur arrive, puis lui, il veut construire là. Alors, le ministre, il lève sa main puis il dit, là, je vais être obligé d'utiliser un article qu'il n'utilise jamais dans la loi, c'est l'article 19, où c'est le ministre qui va décider s'il a le droit de construire ou pas. Et ce qui est arrivé, c'est que le promoteur a déposé son projet et le ministre a regardé ça et a dit, selon ce que je vois, votre projet ne serait pas conforme là, à ce qu'on veut protéger ici. Si vous faites votre projet, vous allez tout détruire ce qu'il y a sur ce territoire-là et c'est pas acceptable. Donc, allez refaire vos devoirs. Fait que le ministre a le droit de faire ça, puis c'est ce qu'il a fait. Et c'est les documents qu'on a rendus publics récemment. C'est un peu la première fois que tu utilises cet article-là. Je n'ai jamais vu passer. C'est rare. Selon nos sources, là, ça fait peut-être 2 ou 3 fois que le gouvernement utilise, le ministre de l'Environnement utilise l'article 19 et c'est la première fois pour des végétaux, là, qui concernent la flore ici.
C'est pour vous montrer l'importance du territoire. Là, on aurait pu. Là, c'est rendu que c'est tous les paliers. Là, tu as le gouvernement, tu as le ministre, tu as la CMM, tu as la MRC, tu as les villes, tu as les citoyens. Alors, tout le monde s'entend pour dire, ça, il ne faudrait pas couper ça. Oui, c'est ça. Puis en plus, ce qui est le fun aussi là-dedans, c'est que ça vient renforcer le plan métropolitain d'aménagement qui disait que, dans son article 3.1.3, qui disait que c'est important d'identifier les usages qui sont compatibles à la conservation. Autrement dit, ce que vous allez faire comme intervention dans les bois métropolitains, si ça vient détruire, si ça met en danger la conservation des espèces qui sont là ou de l'habitat qui est là, bien, faites-les pas. Fait que là, cette étude-là, le ministre, avant de prendre sa décision, ils ont fait une analyse de risque. Une analyse qui a été poussée, là, c'est vraiment un gros document. Ils ont analysé les espèces, les impacts, les impacts sur la dégradation du milieu. Ils ont même mesuré, ils ont même calculé les impacts sur le niveau, sur la qualité de l'hydrologie. L'eau, les cours d'eau, l'eau, elle s'en va où? Les espèces qui poussent là, ils ont besoin de tant d'eau. Bien là, si on leur enlève ou on s'en donne plus, on vient de modifier le milieu. Fait que là, ils ont tout mesuré ça avant d'affirmer, de dire que, ben non, c'est pas compatible. Puis ça vient donner une réponse là, aux élus municipaux, là, puis aux juristes aussi. Oui, puis on amène de la science derrière ça aussi, des connaissances scientifiques. C'est ça. Ce qu'on craignait, bien, c'est avéré vrai, puis c'est des spécialistes là, du gouvernement qui sont allés sur le terrain, comme dit Guy, pour constater le tout. Et les fonctionnaires recommandaient au ministre d'utiliser son article 19 pour stopper tout ça, là. Bien, c'est une belle nouvelle. On est content, c'est un pas en avant, là, mais ça n'empêche pas le promoteur de poursuivre, c'est-à-dire de redéposer un nouveau projet qui serait plus acceptable. Et puis là, c'est la suite des choses. D'après moi, le promoteur va déposer quelque chose, il va essayer de se conformer aux volontés du gouvernement, mais c'est pas facile parce que dans le document, il y avait comme 70 énoncés à respecter. Donc là, je ne sais plus trop qu'est-ce qu'il va faire pour construire à cet endroit-là. Nous, on croit que quand la population, les groupes environnementaux, les citoyens disent qu'il faut protéger ça puis ils en ont besoin, et les villes et les MRC, et la CMM et le gouvernement, je pense qu'on est rendu à l'étape de dire est-ce qu'on peut-tu s'entendre pour que ces terrains-là ne soient pas détruits? Puis on peut-tu les acquérir comme citoyens, comme Québécois? On peut-tu les offrir maintenant? Comment ça vaut, ça? T'sais, on peut-tu payer la valeur marchande de ça, c'est quoi, là? On peut-tu commencer à regarder ça? C'est ça ma prochaine question. En fait, comment on va à l'autre étape? Il faut vraiment que le gouvernement ou le MRC achète les terrains? Bien, on pense que oui, c'est des terrains privés. Là, à un moment donné, il faut que ça devienne, un territoire public pour les générations futures. C'est ça. Tu sais, le premier défi, c'est de le conserver tel quel. Ces gens-là, ils sont propriétaires d'une forêt. Ils ont hérité de cette forêt-là de leurs parents ou ils ont acheté cette forêt-là. Bien, et aujourd'hui, ils sont toujours propriétaires d'une forêt. Fait qu'ils n'ont rien perdu à date. C'est sûr, il n'y a pas de perte. Même s'ils pleurent, là, ils ont rien perdu. Ils espéraient le développer. Nous, on dit non, ne développez pas. Gardez votre forêt, puis quand vous serez tanné, bien là, les citoyens l'achèteront. Puis la guerre, actuellement, c'est beaucoup sur les demandes de compensation. Les propriétaires de terrain, il y a une espèce de jeu spéculatif qui se passe au Québec. Qui dit que tu achètes à peu près n'importe quoi de milieu naturel, puis s'ils veulent le conserver, bien là, ils vont te compenser pour des pertes que tu aurais probablement eues ils vont te compenser pour des gains que tu aurais eus si tu avais développé. Sauf que c'est hypothétique, puis on n'a pas à payer pour ça. On n'a pas à payer pour des compensations. Puis il faut cesser de faire ça parce que ça se fait actuellement. Mais il faut cesser de faire ça. Puis de toute façon, il y a tout un groupe de légistes qui disent que c'est même pas légal de compenser. On n'a pas à faire ça. Pas du tout. C'est comme à la bourse, si tu prends des actions à 10 puis tu espères qu'ils montent à 50 puis c'est pas ça qui se passe, ça dégringole à 50 sous, bien, c'est la game, hein? Fait que quand tu achètes un terrain, comme Guy dit, bien, ton terrain, s'il n'est pas développable, mais tu as encore ta forêt qui t'appartient, elle n'a pas changé, tu es encore propriétaire d'une forêt, sauf que ça ne s'est pas développé, puis ça a pris une autre tournure, là, tu sais. Contrairement à ton action à la bourse, tu n'as rien perdu, tu as encore ta forêt. C'est ça, à la bourse, tu 50 sous. Ou ton billet de loterie. C'est ça. Quand tu ne gagnes pas, l'Auto-Québec ne te compense pas, là. C'est ça. Et c'est là qu'on voit que
On voit le choc présentement qui se produit au Québec. Ça ne va pas 100 ans, là. Non. C'est nouveau, là, de dire, là, on stoppe, là. On n'a pas un gros pourcentage de forêt au Québec dans les milieux urbanisés. Et c'est là qu'on voit le choc entre la volonté populaire de protéger, la volonté citoyenne, et la volonté des propriétaires qui veulent construire. Là, il y a un choc, puis il faut régler ça. Oui, puis il y a la volonté populaire de protéger, puis il y a la volonté gouvernementale qui dit, dans les grandes orientations du gouvernement, ils disent de protéger les milieux naturels. Puis à la CMM, à la Communauté métropolitaine de Montréal, dans le plan d'aménagement, ils disent on va sauver 17 des milieux naturels. Puis on va sauver des bois métropolitains. Bien là, il faut le faire. Ouais.